très heureux de recevoir, d'en préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé. On peut dire aujourd'hui préparer le futur ivoirien afin d'éviter les devoirs du passé. Le devoir du passé, c'était la guerre civile, effectivement, qui s'est déclenchée suite aux dernières élections en 2010. Maintenant, quand nous avons fait passer Alafé Ouattara, président directeur général de l'intelligence d'Abidjan, toujours dans cette émission, il a été très brillant et il a abordé tous les sujets, y compris les sujets tabous. Nous avons reçu donc des appels de la part des ressortissants ivoiriens des États-Unis qui disent qu'il faut absolument mettre sur le même pied d'égalité à la fois ce que Alafé a dit et ce qu'il prétend pour que les élections se passent bien, mais en même temps qu'il faut faire en sorte que les représentants de l'opposition démocratique, l'opposition apaisée, soient invités à cette émission. Et Tidjane Thiam, qu'on l'aime ou pas, est un très grand opposant. Pour le moment, on l'empêche d'être candidat pour des raisons X et Y. Qui mieux que Jean-Paul Badi, qui lui-même est l'un des piliers du parti de notre ami Tidjane Thiam à Paris, et qui donc pouvait mieux prendre la parole ici, expliquer la situation du président Tidjane Thiam. Pourquoi jusqu'ici on l'empêche d'être candidat. Et évidemment, les deux congrès en plus l'ont désigné comme le représentant authentique et légitime du PDCI RDA de Houphouët-Boigny. Alors, Jean-Paul Badi, nous sommes d'abord, je suis personnellement très content de vous accueillir. Est-ce que le président Tidjane Thiam, alors qu'il a été 2 fois réélu comme président légitime du PDCI RDA, est-ce qu'il sera malgré tout candidat? Merci, cher doyen Camara, de m'inviter en seconde fois. Je voudrais d'abord dire, vous avez dit le futur africain, ivoirien, et Tidjane Thiam représente le futur ivoirien. Oui, la situation est un petit peu complexe, gênante pour notre pays, que des leaders de l'opposition, tous les leaders de l'opposition, soient écartés à travers des artifices juridiques, notamment le président Tidjane Thiam. Et je crois que je suis, moi, en tout cas personnellement, optimiste que les choses vont s'arranger dans les semaines et les jours à venir, afin que tous les leaders de l'opposition puissent participer à une compétition démocratique centrale pour notre pays. C'est très important. Alors, ce qui est très bien, c'est que le président 2 fois a été réélu. C'est-à-dire que c'est le représentant légitime et légal du PDCI-RDA. C'est ça qui est une très bonne nouvelle. Une première fois parce qu'on avait dit qu'il avait la nationalité française et après il a renoncé à la nationalité française. Il est redevenu ivoirien et le PDCI-RDA, une fois de plus, dit c'est lui notre représentant. Mais c'est déjà en soi une victoire. Or, je ne dirais pas une victoire parce que pour nous c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel pour les militants et les responsables du PDCI-RDA. C'est le président Tidjane Thiam est notre candidat. Par la force des choses, nous avons été obligés de faire 2 congrès et vous avez vu que les scores ont grimpé davantage. Nous avons fait notre convention conformément aux tests de nos partis. Et il a été désigné le candidat du PDCI-RDA. Rien ne change à l'heure actuelle. Nous voyons bien le jeu du pouvoir en place, de faire en sorte que les candidats les plus sérieux ne puissent pas se mesurer au bilan inattaquable. Alors, ils trouvent toutes sortes d'artifices juridiques pour empêcher ces leaders. Mais la Côte d'Ivoire est trop sérieuse et la vie des Ivoiriens est beaucoup trop importante pour qu'on joue à cela. Et donc, moi, je pense que la sagesse va habiter les uns les autres, et notamment le président Alassane Ouattara, qui a lui-même été victime de ces choses-là, et donc qui est le meilleur garant pour faire en sorte que le jeu politique démocratique dans notre pays se déroule de la meilleure façon pour l'intérêt des peuples de Côte d'Ivoire et qu'enfin on sorte de cette spirale de violence à chaque fois qu'il y a des élections. Alors, M. Badi, le Sénégal
a fait cet exemple un peu, même si les pays ne sont pas les mêmes. À un moment donné, on a voulu coûte que coûte empêcher Bassirou et Ousmane Sonko d'être candidats. Est-ce que franchement, sans comparer ce qui n'est pas comparable, est-ce que le peuple ivoirien va exiger effectivement que tous ceux qui sont recalés deviennent des candidats normaux? Bien entendu, vous avez vu la dernière fois, le PDCI-RDA est sorti et les rues d'Abidjan étaient, en tout cas, nous avons vu une très très forte mobilisation. C'était le signal. Je vous l'ai dit la dernière fois que le PDCI-RDA, dans son ADN, est un parti posé, mesuré, qui n'agit pas comme ça, hein, à la légère. Et c'était un parti de non-violence qui prône le dialogue partout. Et le président Houphouët-Boigny disait que le dialogue, c'est l'âme des forts et non des faibles. Mais quand le PDCI-RDA contraint dos au mur, sort, c'est dire que c'est un baromètre. Ça veut dire que le peuple de Côte d'Ivoire est à bout de nerfs, est fatigué. Et donc, c'est un signal. Il faut que le pouvoir l'entende comme ça, hein, et fasse en sorte qu'il y ait l'apaisement. Et que tous les candidats, notamment le président Tidjane Thiam, soient sur la liste électorale. Maintenant, M. Jean-Paul Badi, oui, pour que le président Tidjane soit élu, oui, il faut un excellent programme. oui. La politique n'est pas une science exacte, mais on fait tout pour que effectivement on approche au fauteuil présidentiel par ce qu'on appelle des projets solides, des projets parce que qu'on aime la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny a été un bâtisseur. La preuve, depuis qu'il n'est plus au pouvoir, tous ceux qui l'ont succédé ont fait de leur mieux pour atteindre ou peut-être même dépasser ce qu'il a fait. Maintenant, vous allez nous parler, M. Badi, du programme phare du président Tidjane Thiam. D'abord, en matière de réconciliation nationale, s'il est élu, je le souhaite, est-ce qu'il va faire un gouvernement d'union nationale? C'est très important. Vous savez, souvent en Afrique, les conflits viennent du fait que le pouvoir ne partage pas les postes gouvernementaux, les postes ministériels. Dès que le président Thiam, s'il jamais il était élu, est-ce qu'il fera d'abord un gouvernement d'union nationale? Bien, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne fais pas partie du staff qui prend ce type de décision. Et donc, je ne peux pas l'affirmer ici de façon péremptoire que le président Tidjane Thiam fera un gouvernement d'union nationale, comme vous le dites. Notre souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il soit déjà mis sur la liste électorale et qu'il puisse, au cours de la campagne, dérouler son programme de gouvernement pour que les Ivoiriens puissent le choisir sur ces éléments qu'il propose. Ensuite, on verra bien, compte tenu de la situation du pays, il verra s'il doit faire une ouverture en direction des uns et des autres. Ce qui peut, au vu de la situation comme ça, ce qu'on peut dire, sans risque peut-être de se tromper, c'est que comme il y a une coalition, deux coalitions, CAP-CI, et avec le Front commun et le PPACI, y aura-t-il un désaccord de gouvernement? Cela est possible. Si nous mettons d'accord pour gouverner, je pense qu'ils vont trouver les voies et moyens. Donc, pour le moment, je ne veux pas m'hasarder à donner une réponse sur cette question. Elle appartient éminemment au président du PDCI-RDA quand il sera aux affaires. Alors, le président Tidjane Thiam a rencontré à Bruxelles le président Laurent Gbagbo. Alors, c'était dans quel cadre? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que c'est autour de projets politiques et économiques? Je pense que ceux qui nous voient et ceux qui nous écoutent aimeraient en savoir beaucoup plus. Que se sont-ils dit quand ils se sont retrouvés en Belgique, les deux présidents? Bien, ce que je peux dire, au vu de ce que nous voyons tous, hein, la Côte d'Ivoire, notre mère patrie, est en souffrance.
est malade. Et donc, quand une mère est malade, tous ses fils, malgré leurs différends, s'asseyent, se mettent au chevet de leur maman pour trouver des solutions, des remèdes pour la remettre sur pied. Donc, je pense que ces deux leaders de l'opposition ont compris les enjeux du moment et se sont parlé. Et au sortir de ça, nous avons vu que très rapidement, un front commun a été mis en place. Donc, pour faire en sorte que l'opposition d'abord se retrouve et puisse peser de tout son poids afin d'amener le pouvoir en place, le RHDP qui semble pas comprendre que la Côte d'Ivoire, notre mère, est souffrante et qu'il faut s'asseoir entre frères du même pays pour trouver des solutions apaisées pour aller à des élections et que le meilleur gagne. Donc je pense que c'est ce pas-là qu'ils ont fait à Bruxelles et que le résultat a été la sortie du Front commun. Alors, le président Tidiane Thiam est un homme connu de manière internationale. Il a travaillé dans des instances internationales, c'est reconnu. Je vais vous poser la question suivante. Une fois qu'il sera élu, est-ce qu'il va renforcer les bons rapports avec les pays limitrophes, Mali, Niger, Burkina Faso, et comment il va s'y prendre pour le faire, parce que les pays limitrophes doutent actuellement de l'engagement, certains, pas tous, de l'engagement du président Ouattara en leur faveur. Est-ce que le président Tidiane Thiam est l'homme qui porte l'étoffe, une fois élu, pour réconcilier la Côte d'Ivoire, mais définitivement, une fois pour toutes, avec tous les pays limitrophes, y compris les pays du Sahel? Oui, je pense que c'est dans l'intérêt même de la Côte d'Ivoire. Hein, comme disait son grand père, le président Félix Houphouët-Boigny, vous ne pouvez pas être être une oasis dans un désert. Donc, il n'est jamais bon d'avoir des voisins qui vous voient de façon méchante ou qui n'ont pas confiance en vous, qui doutent de votre parole et qui pensent que vous êtes en train de faire des choses pour les déstabiliser. Donc, et le penser met en situation difficile notre propre pays. Donc, le président Tidiane Thiam, conscient de ça, va prendre les dispositions politiques pour faire en sorte que entre ces pays revienne la confiance et que nous travaillions comme nous le faisions il y a quelques années. Maintenant, évidemment, c'est la posture du président Alassane Ouattara qui met notre pays dans cette situation, hein, qui les a attaqués de plein fouet, qui a pris des résultats, qui a appelé à la CEDEAO à prendre des dispositions guerrières contre ces pays frères, qui ont naturellement des pays souverains qui peuvent choisir une voie qui leur paraît nécessaire. Pour le moment, il nous appartient à nous, Ivoiriens, de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et je pense que cette position a fait que ces États se sont dressés, se sont raidis face à la Côte d'Ivoire. Il faut détendre cela. Tous les opposants de ces pays-là sont en Côte d'Ivoire, en toute tranquillité. Vous les avez vus, certains, on les a aperçus au congrès du RHDP. C'est pas des signes qui vont permettre à détendre l'atmosphère entre les relations entre ces deux pays-là. Donc, une fois que nous aurons gagné le pouvoir, je pense que le président Tidiane Thiam va faire le nécessaire pour apaiser tout cela, pour que nous vivions en bon terme avec ces pays. Alors, les gens craignent qu'il y ait des interférences étrangères dans la politique ivoirienne. Les gens craignent qu'il y ait des, disons, dirigeants étrangers qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire, n'imposent tel ou tel candidat. Alors, je vais vous dire que ça a été le cas avec Nicolas Sarkozy à l'époque. Nicolas Sarkozy, d'une façon ou d'une autre, avait soutenu un camp, d'une façon ou d'une autre. Et je me souviens que maître Jacques Vergès et l'autre là, qui sont allés en Côte d'Ivoire à l'époque, Roland Dumas. Roland Dumas, on dit, voilà, il faut décompter ou recompter les voix et dire qui gagne et qui ne gagne pas. Alors, cette fois-ci, Roland Dumas n'étant plus là, Jacques Vergès n'étant plus là, Nicolas Sarkozy ayant lui-même été gratifié par un bracelet électronique par la justice française. Est-ce que, M. Badi, vous pouvez nous dire que cette fois-ci, ce sera une élection
sans, si vous voulez, intervention étrangère, manipulation étrangère. Manipulation étrangère, je le souhaite que cela ne se répète plus. Mais nous sommes un pays dans un village planétaire. Nous sommes liés à un certain nombre de choses. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons actuellement malgré tout? C'est de faire appel à la communauté internationale pour qu'elle, comme je vous l'avais dit la dernière fois, une ingérence préventive, faire en sorte que intervenir pour que la situation ne s'empire pas et qu'on n'arrive pas à des situations comme celle de 2010 et 2020. Donc, ce ne sont pas les hommes qui m'intéressent. Le président Sarkozy, il a géré. Les Français ont le sanctionné au bout de 5 ans. Jacques Vergès, grand avocat, Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères, sont allés en Côte d'Ivoire apporter leur soutien au président Laurent Gbagbo. On a vu tout ce que ça a donné parce que le pouvoir, l'État français, avait décidé d'aider le candidat Alassane Ouattara pour le mettre aux affaires. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que cette manière d'intervenir dans nos pays, parce que ça a été un choc pour la nouvelle génération, de voir des avions de l'État de France bombarder le palais d'un président, voilà. Quelles que soient les situations, je pense que c'était l'extrême. On ne veut plus voir ça. Donc, ce ne sont pas les hommes, mais le système, la politique française, le regard de la politique française vis-à-vis de l'Afrique. Et voilà, donc nous souhaitons que le président Macron et son équipe n'agissent pas de cette façon, permettent que le jeu démocratique s'ouvre et n'apporte pas systématiquement un appui, je dirais entre guillemets, aveugle au président Alassane Ouattara, qu'il fasse ce qu'il veut, parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire évolue. Et il faut aller avec de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, pour redynamiser la politique et l'interne. Eh bien, vous avez parlé de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut des figures nouvelles. Absolument. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui restent au pouvoir. Et ça, c'est une très bonne idée et c'est une très bonne démarche. Maintenant, admettons que le président Tidjane Thiam soit élu. Est-ce qu'il va faire comme Sonko, Premier ministre sénégalais, il prend son bâton de pèlerin, il fait le tour des pays africains, il leur dit, on n'a peut-être pas les mêmes visions, mais on a même le même continent. Donc nous devons pouvoir trouver un terrain d'entente pour travailler ensemble afin que le continent aille de l'avant. Parce qu'actuellement, il faut dire la vérité, le continent va très mal. Alors est-ce que si le président Tidjane Thiam est élu, il va faire comme Sonko déjà, bien sûr, traverser toute la Côte d'Ivoire pour remercier l'électorat, mais en même temps, prendre son bâton de pèlerin pour voir les pays limitrophes et dire, voilà, même si on n'a pas les mêmes politiques économiques et sociales, nous devons trouver un terrain d'entente pour qu'au moins sur des valeurs sociales, nous puissions ensemble avancer. Est-ce qu'il peut le faire? Il doit le faire. Il peut le faire et il doit le faire. D'abord pour rassurer les Ivoiriens qui ont peur pour ce qui se passe à l'intérieur, par la violence du pouvoir d'État, mais qui ont peur aussi par ce qui se passe autour de notre pays et qui sentent que tous les autres pays frères sont en situation, nous regardent en chaîne de faïence, ne sont pas contents de nous, ne sont pas contents de la Côte d'Ivoire. Et donc, s'il gagne, et il va gagner, s'il gagne le pouvoir, s'il est président de la République, nécessairement il va apaiser, il va rassurer les Ivoiriens que nous allons passer à autre chose, on ne sera plus dans un état policier, mais il va également aller vers ses frères, ses pairs de l'Afrique, de nos pays limitrophes, pour les rassurer que la Côte d'Ivoire ne sera plus un pays qui va les embêter, qui va tenter des déstabilisations et qui va y envoyer quelques militaires qu'on attrape à chaque fois sur nos frontières et va permettre une coexistence pacifique. Alors, ça tombe très bien. Le président Ouattara a fait du bon boulot. Je le dis parce que j'ai été à Abidjan, j'ai vu une capitale développée, de très belles routes, j'ai vu ça de mes propres yeux, et j'ai même ils ont eu la gentillesse de mettre dans le bateau fluvial, et j'ai vu effectivement qu'il y avait ce que j'appelle une Côte d'Ivoire apaisée, mais au travail. Il se trouve qu'il y a les dettes
on ne peut pas bâtir un pays sans s'endetter. Et les gens me disent que la Côte d'Ivoire est superbement, comme dirait l'autre là, endettée. Est-ce que le président Tidjane Thiam, qui a travaillé dans des instances internationales, a, dans son programme, une manière de diminuer les dettes ou la dette ivoirienne? Monsieur Camara, vous savez très bien qu'un bon père de famille, si vous avez une dette, par exemple locative, vous ne payez pas vos loyers, vous êtes endetté, vous n'êtes pas tranquille. Ouais. Vous n'êtes pas tranquille chez vous, en tant que père, mais vous n'êtes pas tranquille parce que quand ce propriétaire décide de venir vous embêter, devant femme et enfants, vous perdez toute votre dignité. Eh bien, mettez-vous dans le cas d'un pays. Quand vous êtes endetté à ce point et que vos créanciers viennent vous encaisser, vous êtes en situation difficile. Donc, ce n'est jamais très bon. Mais c'est vrai que vous avez dit que la Côte d'Ivoire, on a vu un boom en termes d'infrastructures à Abidjan. Mais Abidjan, j'ai été plusieurs fois et je dois reconnaître que Abidjan a changé et il y a des voies bitumées un peu partout, même si le bitume n'est pas toujours de la qualité optimale, mais il y a des choses qui se sont faites. Mais la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. Moi, je suis dans une zone. Moi, je suis de la Nawa, hein, centre-ouest, et c'est la zone la plus productive cacaoyère. C'est là-bas que se trouve la richesse de la Côte d'Ivoire en termes. Mais c'est la zone la plus pauvre. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Quand il pleut, c'est la tristesse, c'est la désolation. Des femmes meurent en couche sur la route parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Et donc, le miroir, la vitrine d'Abidjan, mais quand vous grattez le vernis, vous vous rendez compte que l'angle est pourri en dessous. Oui, bon, mais voilà. Donc, non, mais je vous dis je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous, Monsieur Camara, vous allez en Côte d'Ivoire, vous restez à Abidjan. C'est vrai, vous avez dit que vous avez pris les bateaux bouche. Oui. Oui, les bateaux fluviaux qui appartenaient aux frères de Bakayoko Zoumana, le frère de l'ancien ministre Feu. Absolument. Et ça ne marche plus d'ailleurs. Hein. Donc c'est plus, ce n'est plus très, ça s'est arrêté. Hein. Donc c'est dire que il y a beaucoup de bling bling, mais la réalité est que la Côte d'Ivoire profonde, l'intérieur, ce n'est pas ça, Monsieur Camara. Ce n'est pas ça du tout. Il y a pas de route. Il y a des endroits, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bitume. Et donc oui, quand on voit Abidjan, on se dit, on vient pour la première fois à Abidjan, on est émerveillé, on est content de voir tout ça, mais il faut aller un peu plus loin et on se rend compte que ce n'est pas totalement. Alors, pour en revenir à ce que j'appelle la réconciliation de la Côte d'Ivoire avec elle-même, le président Tidjane est élu, est-ce qu'il prend maintenant des lois en disant que Babo définitivement est blanchi? Je vous pose la question, M. Badi, parce que vous êtes un grand intellectuel, un grand fin politique. Babo a été blanchi par la CPI. Mais la justice ivoirienne, apparemment, ne l'a pas encore blanchi. On est d'accord? Oui. Oui. Ah non. De ce qu'on voit, oui. Oui. Moi, la justice ivoirienne, apparemment, ne l'a pas encore blanchi. Oui. Maintenant, si le président Tidjane vient au pouvoir, est-ce qu'il va prendre des mesures juridiques pour dire maintenant, Babo, moi je suis nouveau président, vous êtes définitivement blanchi. Soro, moi je suis le président, vous aussi vous êtes blanchi, etc., etc. Le problème c'est ça, parce que il faut que ceux qui sont condamnés par la justice ivoirienne, soit ils sont graciés, parce que le président de la République aura pris ce décret, soit tout simplement les juges disent, voilà, maintenant, on essaye d'arrêter tout ça, vous êtes blanchi, vous êtes totalement ivoirien comme tout le monde, et éligible comme tout le monde. Est-ce que le président Tidjane Thiam y a pensé? Je suis sûr qu'il y a pensé certainement. Oui, alors, moi je dirais d'abord, je souhaiterais que ça se fasse avant que le président Tidjane Thiam devienne président de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans les jours, dans les semaines à venir, qu'une disposition soit prise, une amnistie générale soit prise. Et c'est pour cela que nous demandons au président Alassane Ouattara
garant des libertés et de la bonne marche de la justice, fasse en sorte que cette décision amène l'apaisement et qu'on aille à des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées. Alors, la responsabilité lui incombe, puisque c'est sous son mandat, actuellement, que tous ses opposants sont frappés par la justice et que le président Laurent Gbagbo, comme on l'a dit, a été condamné par une justice qui ne devait pas le faire. Hein. On se souvient que c'est une cour normale, alors que c'est une cour spéciale qui doit le juger. Donc, il appartient au président Alassane Ouattara de faire en sorte, et nous espérons, ce que nous attendons, que d'ici le 6 août, à l'occasion de la fête de l'indépendance, il prendra des dispositions pour faire en sorte qu'une amnistie générale puisse être décrétée et que tout le monde puisse être mis sur la... ce n'est pas au président... si nous devons attendre que ce soit le président Tidjane Thiam qui le fasse, ça veut dire que la Côte d'Ivoire aura échoué quelque part. Mais si d'aventure, ce n'a pas été fait et que nous arrivons aux affaires, le PDCIR est arrivé aux affaires, c'est l'une des premières choses à faire. Mais je voudrais préciser que ce n'est pas les hommes d'État, c'est pas Thiam qui le fera. La justice doit être indépendante. Et les juges doivent faire leur travail en toute liberté, en toute conscience. Je disais à un collègue, un ami, un juriste au cours d'un débat, et je lui ai dit que le problème de l'Afrique, quand on regarde, souvent, on pense que ce sont les politiques. Mais en réalité, ce sont les juristes, ce sont les juges, les hommes de droit, les hommes et les femmes de droit, qui sont le problème de l'Afrique. Parce que ce sont eux qui font les thèses de loi, qui les proposent, ce sont les constitutionnalistes, comme les Bakongo, les Ouagaobu, etc., hein, feu, paix à son âme, les Francis Vaudier, qui font les constitutions, et ensuite qui viennent tripatuer de ces textes, qui sont clairs pourtant, pour les appliquer autrement. Donc, ce sont les juristes qui sont le problème de l'Afrique. Il faut que nos juges, qui ont été formés, bien formés, juges, avocats et toute la classe de ce monde, puissent faire correctement leur travail. Vous verrez que il n'y aura pas de problème. Les hommes du pouvoir vont s'aligner. Quand ils auront en face d'eux des juges intègres, qui sont prêts à faire leur travail. Voilà. Donc, la réalité de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, principalement, moi, je pense que ce sont nos juges. Alors, j'espère que le président Ouattara va regarder, en tout cas, cette émission, ou du moins, ceux qui ont droit à lui dire, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous souhaitons donc, pour le 6 août ou le 7 août prochain, que le président Ouattara réfléchisse, je le souhaite, puisque c'est le but de ce type de débat, si effectivement il peut amnistier tous ceux qui sont actuellement recalés. Je le souhaite vivement. Maintenant, je rebondis. Vous avez parlé de Verny, parce que Abidjan est une ville plus ou moins lumineuse, brillante d'ailleurs, que personnellement j'ai aimé, mais on peut dire tout. Ouattara, depuis qu'il est là, il y a quand même des usines de transformation du cacao en place dans certaines villes, des usines de transformation du café. Et oui, et en plus, je pense que le président Ouattara est un excellent économiste. Monsieur Badi, vous ne pouvez pas le nier, puisque dans des moments très difficiles, c'est le président Houphouët-Boigny qui a fait appel à Ouattara, Monsieur Badi. C'est le président Houphouët-Boigny qui a dit à Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train d'être engloutie dans une sorte de mafia de dette. C'était ça à l'époque. Je veux un économiste éclairé, quelqu'un qui sait gérer avec les instances internationales. Je le nomme comme Premier ministre afin de régler ces problèmes. Alors, M. Badi, on ne peut pas dire qu'un excellent économiste comme M. Ouattara, qui a du vernis, est-ce que c'est pas de l'humour de votre part? Bien, le président Félix Houphouët-Boigny a fait de grandes choses et des choses bien pour la Côte d'Ivoire. Peut-être avec un peu de recul, c'est peut-être la plus mauvaise décision qu'il ait prise en faisant nommer le Premier ministre Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, Premier ministre et aujourd'hui
Oui, parce que c'est vrai que l'homme tel qu'il était peint, quand on nous l'a présenté en Côte d'Ivoire, il était au lieu de ce que vous dites. Absolument. Mais on voit le bon maçon au pied du mur. Oui. Peut-être que, comme vous dites, moi je n'en sais rien, je suis pas... c'est peut-être que c'était un bon économiste, mais vous savez qu'on peut vous tailler une réputation hein, si on veut vous aider à prendre une certaine place. Donc, bon économiste, c'était dans les termes. Est-ce qu'en la réalité, il faut voir. Ce que moi je dis politiquement, c'est pas un bon démocrate. Non. Au vu de ce que nous voyons. Non. Alors, je viens. Donc, il a été présenté, il a des qualités. Je dis pas qu'il n'a pas de qualités. Il y a des bonnes choses qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit, à Abidjan, on voit un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai appelé le vernis. Ça, c'est la vitrine. C'est la capitale. Mais un pays ne se résume pas à sa capitale. Un pays, ce sont des hommes et des femmes, des enfants. C'est un système scolaire, éducation, santé, et un certain nombre de choses pour les populations. On peut avoir des ponts, c'est très bien. Abidjan, c'est super. Mais quand des gens vivent sur ces ponts, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et donc, je dis, il y a des très bonnes choses qui ont été faites, mais il y en a beaucoup qui méritent d'être améliorées. Même s'il était bon, le président Ouattara, même s'il était bon, la Constitution dit 2 mandats, quelle que soit ta qualité. Ouais. Il faut passer la main. Personne ne peut dire dans ce monde qu'il est indispensable, que lui seul peut faire. Sinon, Houphouët-Boigny serait encore à la tête de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, on passe. Il faut passer. D'autres viendront apporter leur pierre, leur savoir, leur génie pour apporter, pour faire avancer le pays. Donc, on peut pas... Moi, c'était un bon économiste. OK. Mais il nous laisse quand même, après lui, plus de 35... 1000 milliards de dettes. Bon. Mais écoutez, M. Badi, Ouattara, qu'on l'aime ou pas, il avait fait de Guillaume Soro son premier ministre à un moment donné. Non, j'arrive, M. Badi. Ici, on est en démocratie. Oui, bien sûr. Il en a fait, entre-temps, président de l'Assemblée nationale. Parce que il s'était dit, il est jeune, et il faudrait un jour que je passe la main. C'était ça. Ouattara a dit, Soro, on a pris à un moment donné le pouvoir ensemble, tu es jeune, je te nomme Premier ministre, tu vas gérer le pays, après je te nomme président de l'Assemblée nationale, ça te permet dès que je ne peux plus faire quoi que ce soit de prendre directement le pouvoir. Je te pose la question, comment Soro lui-même, s'il était éclairé et jeune bâtisseur, comment se fait-il lui aussi à basculer dans la violence? Monsieur Badi, quand Soro vient à un moment donné dans un pays européen, quand il dit « prenez les armes », mais ça ne se dit pas. Non, M. Badi. Quelqu'un qui vient être président de la République, qui va dans un pays étranger et qui dit « prenez les armes », c'est-à-dire faites un coup d'État, est-ce que ça c'est un programme? Ça, c'est pas un programme. Monsieur Camara, en Côte d'Ivoire, nous avons entendu pour la première fois quelqu'un dire « je frapperai ce pouvoir et il tombera ». Celui qui l'a dit s'appelle Alassane Ouattara. Lui, il a dit ça. Alassane Ouattara. Oui, c'est vérifié, c'est prouvé, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le pouvoir dont il paraît, c'était le pouvoir du président Henri Konan Bédié. Effectivement, ce pouvoir est tombé un 24 décembre 1999. Attention. Je viens. Attention. Non, laissez-moi chuter. Donc, ces propos, c'est culturel entre eux. Je dirais que c'est leur culture d'entreprise. La violence verbale. L'action politique par la violence. Ce Guillaume, il est dans sa logique. S'il a dit ça, moi je l'ai pas entendu. Mais je vous fais confiance. S'il a dit ça, mais il est cohérent puisque depuis le 19 septembre 2002, il répète la même chose. Faire tomber le pouvoir Gbagbo, prendre les armes parce que ceci, il y a eu une rébellion et il en était le chef. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre le père et le fils à l'époque? Comme vous dites, il a nommé Premier ministre, après président de l'Assemblée nationale. Pour ce que je sais, il semblerait que le Premier ministre Guillaume n'a pas voulu adhérer au RHDP. Et il a voulu créer son propre parti parce qu'il avait ses propres ambitions.
Mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que je ne sais pas comment ça s'est goupillé. Mais ce que je dis, les propos que vous rapportez, pour moi, ne sont pas nouveaux. Nous sommes habitués avec ce camp. Ils étaient ensemble depuis des années. Je vous rappelle que aux élections de 2000, je crois, Soro Guillaume était le colistier de Madame Diagri Dabiaté, qui était la secrétaire générale du RDR et bras droit du président Alassane Ouattara. Donc, c'est la même famille. Il y a un désaccord et des amours. Peut-être que Soro avait des ambitions. Il a quand même mis sa jeunesse, comme il a dit. Il a écrit un livre, Pourquoi je suis devenu rebelle. Il a dit qu'il avait pris les armes, qu'il a utilisé sa jeunesse pour faire en sorte que le président Ouattara puisse devenir président. Peut-être qu'il attendait quelque chose en retour. Il n'a pas été servi. Puisqu'ils ont l'habitude de s'exprimer ainsi, si c'était exprimé, je l'ai pas entendu. Bon, donc, mais ça ne m'étonne pas. Non, mais écoutez, il faudrait que la politique devienne quelque chose de très sérieux. Ouais. Un pays, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et c'est un bien précieux. La Côte d'Ivoire est un bien précieux. On est d'accord. On est d'accord. Absolument. Donc, il n'y a pas place pour la moindre violence verbale. Et encore moins en prenant le fusil. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ce que nous voulons, si on doit renouveler la classe politique, il faut que ce soit des jeunes patriotes, des jeunes sincères, des jeunes qui n'ont pas fait les mêmes erreurs que leurs aînés. Nous, on appartient à une génération où il y a eu beaucoup d'erreurs. Quand je disais, par exemple, à des gens comme Mobutu, que après la victoire de Foreman, de Mohamed Ali sur Foreman à l'époque. Oui, mais c'était la belle époque. Et Mohamed Ali a gagné. Ce que je vais vous dire, on a dit à Mobutu, c'est le moment ou jamais de capitaliser cette victoire et de mettre des jeunes autour de toi pour qu'un jour tu puisses passer la main. Donc l'erreur de Mobutu, et je vous le dis tout de suite, c'est de n'avoir pas tenu compte de nos conseils. C'est-à-dire de s'accaparer de tout le pouvoir. C'était ça. Mais c'est ce que fait le président Alassane Ouattara. Donc là, je vous mets de l'eau à votre moulin. Non, non, non. C'est pas le cas de Ouattara. Non, non, non. Il faut pas tout confondre. Ouattara, à un moment donné, avait choisi des jeunes. Attention, M. Badi. Il avait choisi des jeunes censés le remplacer. Il s'est trouvé que le sort s'est acharné sur ces jeunes. M. Badi, on est ici en machin télévisé. Les gens nous regardent. Les jeunes qu'il avait choisis, malheureusement, sont décédés. Qu'est-ce qu'on peut reprocher dans ce domaine? Est-ce que, monsieur Camara, oui? Dites-moi, est-ce que vous ne trouvez pas quand même tout de même bizarre que ces soi-disant jeunes qu'il a proposés, comme par hasard, sont frappés par un coup du sort? Tous. Le premier, paix à leurs âmes, Amadou Gon Coulibaly, un homme malade. Comment on peut proposer quelqu'un qu'on sait malade? Qu'on sait malade. Vous, en tant que responsable, vous voulez confier les hautes responsabilités d'un État? Parmi vos jeunes, vous choisissez celui qui est le plus malade. C'est-à-dire qu'il sort d'une situation grave. Et c'est à lui que vous confiez. Mais vous ne l'aidez pas. Deuxièmement, l'autre dauphin, Ahmed Bakayoko. Du jour au lendemain, quelqu'un de bien portant, on le retrouve, il est malade, lui aussi il est tombé. Mais, bon, ce n'est pas, je ne dis pas que, non, soyons sérieux. Voilà. Je ne dis pas que ça vient mais je dis quand même qu'il y a une coïncidence un peu bizarre. Laissez-nous le regarder comme ça, mais c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important pour moi, la Côte d'Ivoire ne se résume pas au président Alassane Ouattara et son groupe et son clan. La Côte d'Ivoire, c'est des milliers, des millions d'hommes et de femmes qui partagent pas forcément les mêmes idées, la même manière d'avancer, mais qui veulent une Côte d'Ivoire prospère, qui avance, où les enfants de ce pays vont à l'école, se soignent correctement, mangent à leur faim, et que le pays ne soit pas tout le temps menacé. Il n'y a pas 2 jours, hein. Il n'y a même pas 2 jours. Le président de la jeunesse étudiantine du PDCIRDA a été enlevé en pleine rue. Actuellement, on ne sait pas où il est.
C'est-à-dire, il a été enlevé. Des hommes l'ont arrêté et il a disparu. On ne sait pas. C'est ça que nous ne voulons pas. Peu importe les hommes que propose le président Alassane Ouattara, il a le droit, c'est son parti politique, il choisit les hommes pour se faire remplacer, s'il souhaite se faire remplacer. On se pose encore la question, on attend les jours qui viennent, s'il a décidé véritablement de se faire passer la main à cette jeune génération. Parce que si, tant qu'il avait vraiment envie de faire passer la main, en 2020, il a dit que c'était une situation exceptionnelle. Bien, il a eu 5 ans. Il nous a dit qu'il avait une demi-douzaine de cadres capables. Bon, qu'est-ce qu'on attend? 4 mois? À 3 mois bientôt? On ne sait pas, dans son camp, quel est ce cadre, celui qui a été choisi parmi la demi-douzaine pour se préparer. Donc, attendons de voir. Bon, Monsieur Jean-Paul Badi, représentant du président Tidiane Thiam, vous avez été très éloquent, vous avez donné votre point de vue. Je suis très fier de vous avoir accueilli. J'espère que les autres, ceux qui sont du camp du président Gbagbo, comme ceux qui sont du camp, justement, de Laurent Désiré Kabila. Non, pas Laurent Désiré Kabila, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Non, ils sont les bienvenus ici. C'est-à-dire que c'est une émission démocratique, une émission apaisée. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas quoi que ce soit. Nous allons donner la parole à tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire, aux prochaines élections présidentielles, se relève de la situation, devienne un État fort, un État phare. Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire, malgré tout, est un pays quand même qui a donné beaucoup à la sous-région. Monsieur Badi, je vous remercie et passez le message à tout le monde. Merci, Monsieur Badi. Merci, Monsieur Camara. Je voudrais, si vous le permettez, en 1 minute, quand même, il y a, vous avez vu que le PPACI et le PDCI-RDA ont signé un accord, le Front commun. J'aurais aimé que nous en disions un mot, mais nous arrivons au terme de... Et je voudrais juste dire que cet accord permet de boucler un cycle en réalité. Le cycle du triangle. Un triangle, il a 3 côtés. On l'a ouvert, ce triangle, on a commencé à le dessiner en 1995 par l'accord du Front républicain entre le FPI du Laurent Gbagbo de l'époque et le RDR de Guéni Kobena de l'époque. Front républicain, à l'époque, le président Bédié était au pouvoir. Ensuite, dans les années 2000-2005, il y a eu ce qu'on appelle le RHDP, groupement politique. C'est pas un parti politique. De tous ceux qui se sentaient dans l'idée du président Houphouët-Boigny. Donc, deuxième côté du triangle. Entre le RDR, le PDCI et certains petits partis satellites. Le triangle, il n'était pas fermé. Pour que le triangle se ferme, l'accord entre le PPACI et enfin le PDCI. Et vous vous rendez que le PDCI est toujours là où il faut. Pour que... Le président Tidiane Thiam, son arrivée a permis, grâce à une bonne vision stratégique, politiquement, une bonne vision stratégique, a permis de faire ça entre le CAP. Parce que les acteurs qui sont dans CAP-ci, certains ne se parlent pas tout à fait avec les acteurs du PPACI. Le PDCI, comme toujours, un parti de dialogue, s'est mis au centre, un positionnement central, pour rapprocher. Et cette action va faire que, vous l'avez entendu, Madame Simone Evé Gbagbo, dire que au final, l'opposition va se retrouve, et va porter la même parole. Alors, le président Tidiane Thiam, son arrivée, il a permis de boucler ce triangle, définitivement, et de le déplacer. Ce triangle il y a de bons côtés. Il y a des choses positives qui ont été faites pendant toutes ces années, mais il y a de mauvaises choses qui se sont faites aussi, qui ont créé des douleurs à la Côte d'Ivoire. Nous allons fermer ce triangle et, comme une page, tourner cette page et écrire une nouvelle page avec d'autres figures moins violentes. Et cette page, puisque c'est le président Tidiane Thiam qui permet de faire le pont entre tous ces acteurs de la classe politique de l'opposition, nous allons pouvoir l'écrire avec le président Tidiane Thiam, président de la République de Côte d'Ivoire, à partir du 25 octobre 2020. Voilà, une très bonne nouvelle. Vous reviendrez, M. Badi.
Merci beaucoup et à la prochaine édition avec certainement les représentants d'autres partis politiques ivoiriens. Merci beaucoup.